Salut à tous, première vidéo consacrée au TD de droit de la responsabilité civile. Alors pourquoi je dis TD? Déjà parce que c'est une matière à TD, qui est enseignée donc au second semestre de la L2, mais aussi parce que c'est une matière que j'ai enseignée justement en tant que chargé de TD pendant l'année 2016-2017. Je vais renouveler cette matière d'ailleurs l'année suivante et probablement l'année d'après. Et donc je vais en partie me fonder sur les TD que j'ai donnés et vous proposer en fait de vous expliquer la matière. Il y aura un peu aussi des exercices corrigés comme des cas pratiques. Concernant les arrêts, on les abordera, mais on ne fera pas un commentaire complet, mais vous aurez au moins la problématique et le plan. Pourquoi je ne mets pas le commentaire complet? Puisque j'en ai qui sont complets déjà. Tout simplement parce que si des futurs étudiants à moi tombent sur les vidéos, ils auront juste à faire un copier-coller et ils n'auront pas à travailler la séance. Voilà. Mais bon, j'essaierai de leur donner d'autres arrêts du coup, puisque je vais quand même donner les intitulés des titres et les problématiques. Bref, donc cette première séance est consacrée aux conditions de la responsabilité. Donc on va être assez général sur la matière. Alors, quand on ne précise pas, quand je vous demande quelles sont les conditions de la responsabilité civile, et qu'on ne fait pas mention d'aucun texte, que ce soit 1240, 1241, 1242, 1243, etc. Moi, quand je demandais ça en cours, les étudiants avaient tendance à me dire il faut une faute, un lien de causalité et un dommage. Alors c'est juste sans lettres. En fait, ça manque de précision. Parce que si je dis une faute, mais que je fais référence à un régime de responsabilité sans faute, comme la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, à ce moment-là, c'est faux. C'est pour ça qu'à la place de la notion de faute, d'une manière plus générale, lorsqu'on ne cite aucun texte, vaut mieux utiliser le mot fait générateur de dommage. Et un fait générateur, en fait, englobe potentiellement aussi bien un fait fautif, donc là une faute, qu'un fait non fautif. Alors vous pouvez dire fait non fautif, ou vous pouvez dire un fait causal. Encore faut-il qu'il soit causalement lié au dommage, comme on va le voir. Ça, revendiquer en fait soit une faute, soit un fait non fautif, ça va avoir des incidences, comme c'est écrit ici, en matière de preuve et d'exonération. Par exemple, si on est dans un régime de responsabilité pour faute prouvée, comme on dit, donc c'est les articles 1240 et 1241. D'ailleurs, dans le cadre de cette vidéo, on va faire un peu plus un focus sur ces articles-là. Donc dans le cadre de ce régime de responsabilité-là, celui qui engage la responsabilité d'une personne va devoir rapporter la preuve d'une faute. C'est-à-dire, moi, si j'engage ta responsabilité, par exemple, toi qui regardes la vidéo, si j'essaie de l'engager devant le juge, ta responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1240 ou 1241, je vais devoir prouver que tu as commis une faute. Et toi, de ton côté, tu vas pouvoir t'exonérer en prouvant que tu n'as pas commis de faute. Bon, la logique est assez simple. Par contre, si on est dans le cadre d'un régime de responsabilité sans faute, si toi tu viens dire « Ah ben je m'exonère parce que j'ai pas commis de faute », ça marchera pas. Puisqu'on va pouvoir, selon ce régime-là, engager ta responsabilité même si tu n'as pas commis de faute. Donc si on peut engager ta responsabilité même si tu n'as pas commis de faute, ça sert à rien de venir dire « Ah ben j'ai pas commis de faute ». Puisque même sans ça, on peut engager ta responsabilité. Ok. Donc il faut un fait générateur de dommages et une faute, donc dans le cadre des articles 1240 et 1241. Donc, pour rappel, ce sont les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil. Il faut, d'un autre côté, un dommage. Je parle du lien de causalité en troisième position parce que c'est celui qui unit la faute et le dommage. Donc je préférais d'abord parler de la faute et du dommage. Le dommage doit être certain, direct et déterminé. Et de ce dommage va découler un ou plusieurs préjudices, qui eux-mêmes doivent être certains, directs et personnels. Alors certaines exceptions, par exemple un risque de dommage, parfois la jurisprudence, notamment en matière de troubles anormaux du voisinage. Alors si je me souviens bien, c'était l'histoire de la paille. On avait en fait un meule de paille, meule de foin, qui était stocké près d'un fonds voisin, c'est-à-dire on avait une ferme, et ils avaient mis de la paille, ils avaient entreposé de la paille près en fait de l'habitation voisine.
et l'habitation voisine, justement, les propriétaires de l'habitation voisine, avaient agi en justice contre les propriétaires de l'autre habitation qui avaient entreposé la paille pour troubles anormaux du voisinage, notamment parce qu'ils disaient que la paille, qui était quelque chose d'inflammable, risquait de causer un dommage, risque de dommage, à savoir de s'enflammer, et l'incendie aurait pu se propager à leur habitation. Et les juges, en l'occurrence, étaient venus faire droit à la demande, à savoir déplacer la paille. Donc là, en l'occurrence, un risque de dommage, s'il y a un risque de dommage, c'est qu'il n'y a pas dommage. Vous voyez, mais on est dans le cadre des troubles anormaux du voisinage, qui est un peu différent. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie exception. Ensuite, vie privée et image, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En fait, là, il va y avoir un dommage, à savoir l'atteinte à la vie privée ou à l'image, mais la Cour de cassation est venue dire, en fait, la formule c'était « La simple constatation d'une atteinte à la vie privée et à l'image suffit pour caractériser l'urgence et ouvre droit à réparation. » Autrement dit, même en l'absence de préjudice, qui découle normalement d'un dommage, il va pouvoir y avoir réparation. Alors que justement, le principe, c'est qu'il faut des préjudices, et ce sont justement les juges du fond, première instance, cour d'appel, qui chiffrent les préjudices. Par exemple, je ne sais pas, vous perdez un bras, vous perdez une main, ça va être handicapant dans le cadre notamment de votre vie professionnelle, ce sont les juges du fond, donc la plupart du temps TGI et cour d'appel, qui viennent dire, bon ben, t'as perdu un bras, dans le cadre de ta profession, ça t'handicape à tel niveau, et donc tu vas toucher, admettons, 20 000 euros. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est plus complexe que ça. Hein. Mais ce sont les juges du fond qui disent concrètement, tu vas toucher 20 000 euros. Par contre, la Cour de cassation ne dira jamais, ah non, c'était pas 20 000, c'était 25 000. Vous savez, c'est l'histoire comme quoi la Cour de cassation juge le droit et non les faits. La Cour de cassation, elle va juste regarder si les juges du fond ont bien appliqué le droit. Si, selon elle, ils l'ont mal appliqué, la Cour de cassation va renvoyer les parties devant, ben là en l'occurrence, une cour d'appel autrement composée en général, et cette cour d'appel va déjà mieux appliquer le droit, et elle va se reprononcer sur les faits. Potentiellement, ce sera plus 20 000 euros, mais ce sera passé à 30 000 ou à 15 000. Voilà. Mais bon, le principe, c'est donc fait générateur, dommages dont découlent des préjudices qui sont chiffrés par les juges du fond, et bien entendu, il doit y avoir un lien de causalité entre les deux, qui doit être à la fois certain et direct. Exception, donc c'est le principe. L'exception, une des exceptions, une présomption de causalité. Inversion de la charge de la preuve. Alors j'ai noté VIH, c'était l'affaire du VIH. Si je me souviens bien, c'était l'histoire de la transfusion. Voilà, c'était des transfusions sanguines qui avaient été réalisées. Et il se trouve que c'était du sang contaminé par le virus du sida. Et on a estimé qu'en fait c'était trop difficile, en principe c'est la victime qui doit prouver ce lien de causalité, mais on a estimé que c'était trop compliqué d'un point de vue matériel en fait pour la victime de prouver qu'il y avait un lien de causalité entre le fait et le dommage. Donc là, à titre d'exception, les juges ont établi une présomption de causalité, on a présumé qu'il y avait un lien de causalité, présomption simple, et donc c'était l'établissement hospitalier, l'établissement de santé en fait, hospitalier, l'établissement de santé, de venir essayer de prouver que non, il n'y avait pas de lien de causalité. Voilà. Deux théories majeures en matière de lien de causalité, la théorie de l'équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate, dont on va parler plus en détail après, il me semble. On en parle plus loin. Attendez, je vérifie quand même. Oui, voilà. Donc, je ne m'attarde pas dessus. Donc, on retient fait générateur à la place de faute d'une manière générale, si on ne fait pas mention d'un texte, dommage, dont découlent des préjudices, et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Si tout ça est respecté, s'il y a bien un fait générateur qui a causé un dommage, qui est donc causalement lié avec un dommage et un fait générateur qui sont causalement liés, et si des préjudices, par principe, on passe les exceptions que j'ai citées précédemment, si par principe des préjudices découlent de ce dommage, la victime va pouvoir obtenir réparation. Une réparation qui obéit au principe de réparation intégrale. Et ce principe suppose que tout le préjudice doit être indemnisé, mais seulement le préjudice. Alors tout le préjudice, ça englobe les gains manqués et les pertes subies. Donc une perte subie, c'est assez clair.
Admettons, une personne subit un dommage matériel relativement à une chose. Par exemple, je sais pas, on vous casse un instrument de musique, la perte subie, c'est la valeur de l'instrument. Les gains manqués, je reprends mon exemple de tout à l'heure, quand on perd un bras ou une main, c'est handicapant dans le cadre de sa vie professionnelle. Admettons, on ne peut plus travailler, donc on a en fait une perte de salaire pour les années à venir. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les gains manqués. Je pense que ça n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, c'est assez simple à comprendre. Mais par contre, seulement le préjudice, la victime ne doit pas s'enrichir. Si, admettons, elle a perdu, je sais pas moi, l'équivalent de 20 000 euros, on doit les rembourser 20 000 euros et pas 30 000. Là où des fois il peut y avoir, on peut percevoir une forme d'exception en fait à ce non-enrichissement de la victime, cet objectif de non-enrichissement de la victime, c'est en matière de préjudice moral. Parce qu'en fait, c'est quand on a une chose qui est cassée, un instrument de musique par exemple qui est cassé, c'est facile de dire, d'estimer la valeur. Il y a une valeur, vous voyez, une valeur de référence. Donc admettons, si l'instrument de musique vaut 1000 euros, on rembourse 1000 euros. Quand c'est une perte de salaire, comme je le disais tout à l'heure, si la personne était payée 1500 euros et que son contrat, c'était un CDD, admettons, qui durait 3 ans, c'est 1500 euros pendant 3 ans. C'est assez simple. Mais comment après on chiffre, à l'inverse, un préjudice moral? Un préjudice moral, c'est un trouble psychologique en fait. Comment vous chiffrez ça concrètement? C'est difficile. Et c'est en général pour cette raison que c'est via l'indemnisation du préjudice moral que la victime risque d'avoir le plus d'argent et qu'on peut dans un sens percevoir une forme d'enrichissement, dans un sens. Après, je pense que les deux théories se défendent, aussi bien celle du non-enrichissement que celle de l'enrichissement dans le cadre du préjudice moral. Il faut retenir qu'en droit, que ce soit en responsabilité civile ou autre, euh, beaucoup de choses, beaucoup de points de droit peuvent être sujets à interprétation en fait. Il n'y a pas toujours une réponse juste. C'est pour ça qu'il existe notamment des revirements de jurisprudence. C'est pour ça qu'il existe des revirements de jurisprudence. Quand on va devant le juge, tout n'est pas toujours, j'ai envie de dire même que rien n'est figé, rien n'est acquis. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est pour ça que tout peut être discuté. On peut aussi bien prendre parti pour, là en l'occurrence, l'enrichissement ou contre l'enrichissement en matière de préjudice moral. Ce sera à vous de le défendre. Et dans le cadre d'un commentaire d'arrêt, ça peut être bien, on le verra quand on abordera l'exemple d'un arrêt, mais de garder une partie du commentaire d'arrêt pour donner son avis sur un point de droit qui est exprimé par l'arrêt. C'est la réflexion personnelle, mais on en reparlera. Alors ensuite, on va faire un focus, comme je le disais tout à l'heure, sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. Bon, là, je les ai cités. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est ce que vous avez dans votre code. Hein. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ok. On va faire un petit focus sur ces notions de faute, lien de causalité, tout ça. Alors, la faute n'est pas définie par la loi. On peut dire que c'est une violation de la loi, que c'est une violation d'une règle morale, que ça peut également être une violation d'une règle de conduite en société. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la faute, l'appréciation de cette notion de faute, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute, ceci est soumis à l'appréciation souveraine des juges. En fait, c'est une forme de délégation partielle de pouvoir de la part du pouvoir législatif, donc de la part de la loi, envers les juges. Alors je vais vous dire pourquoi c'est un aspect positif selon moi. Parce que si un texte de loi avait essayé de lister tout ce qui représente une faute, elle en aurait forcément oublié. Elle aurait forcément oublié des choses, et le risque, c'est que au moment d'un procès, si dans le cadre de telle affaire, tel comportement n'a pas été prévu par la loi comme une faute, bien le risque c'est que la victime ne touche pas d'indemnisation, ne voit pas ses préjudices réparés. Si par contre on donne des lignes directrices comme la faute c'est la violation de la loi, la violation d'une règle morale, d'une règle de conduite en société, etc., mais ce sont les juges qui apprécient, eh bien les juges vont pouvoir apprécier au cas par cas. Et donc, d'une manière générale, en pratique, ils font ce qu'on appelle une interprétation large de la notion de faute. C'est-à-dire qu'ils retiennent facilement
que tel comportement qui a causé un dommage est une faute. Parce que s'ils ne retiennent pas qu'il s'agit d'une faute et que la personne a agi sur le fondement des articles 1240 et 1241 qui sont des régimes de responsabilité pour faute prouvée, eh bien la victime n'obtiendra pas indemnisation. Puisque je reviens en arrière, vous voyez, là on a par la faute. Et là on n'a pas le mot faute, mais on parle en fait de négligence ou d'imprudence fautive. Voilà. Il ne faut pas oublier que ces deux articles sont des régimes de responsabilité pour faute prouvée et que quand on engage la responsabilité d'une personne sur ces fondements-là, il faut prouver une faute. Donc c'est la victime qui doit prouver la faute. Donc si on prend l'exemple de 1240, je ne sais pas si moi je mets un coup de poing à quelqu'un et que ça occasionne des dommages et des préjudices, la victime devra prouver que j'ai commis une faute. Bon là en l'occurrence ce sera simple à prouver, c'est le coup de poing. Et concernant l'article 1241, c'est la négligence et l'imprudence. Ça peut être, comme on le verra par exemple, je l'ai noté là, un défaut de surveillance. Alors je vous ai donc donné des exemples. La faute intentionnelle, bon ça va être plus être dans le cadre de l'article 1240. La faute intentionnelle, c'est la volonté de... par exemple, si je reprends l'exemple du coup de poing, déjà c'est la volonté d'actionner les muscles de mon bras pour donner le coup de poing, mais aussi de rechercher le dommage tel qu'il est survenu. Par exemple, alors ça va pas être ultra détaillé. Par exemple, si admettons la victime a subi un cocard et qu'au final, vous à la base vous vouliez lui casser le nez, vous n'allez pas pouvoir vous exonérer en disant ah ben non il a un cocard mais moi je voulais juste lui casser le nez. Vous voyez, quand on dit on a recherché le dommage, on avait la volonté de causer le dommage. Ça veut dire qu'on avait, c'est plus large, qu'on avait la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique de la personne. Et le défaut de surveillance, par exemple, si moi j'ai des enfants à surveiller, je surveille quelqu'un en fait, des enfants c'est le meilleur exemple, qui ne sont pas les miens, et que ces enfants se blessent par exemple, on va appeler ça un défaut de surveillance et on va pouvoir agir contre moi, engager ma responsabilité sur le fondement de l'article 1241. Alors, le lien de causalité, théorie de la causalité adéquate ou de l'équivalence des conditions. Est-ce que je suis rentré dans le détail? Alors, en général, on utilise la théorie permettant de répondre aux objectifs du droit de la responsabilité, à savoir la réparation des préjudices subis, puisque c'est ça l'objectif de la matière, la responsabilité civile. L'objectif du droit de la responsabilité civile, c'est de protéger les victimes et de les indemniser. Chaque branche du droit a une finalité en fait. En droit de la famille, c'est protéger les intérêts de la famille, protéger les intérêts de l'enfant qui est un peu la partie faible dans la famille. En droit de la consommation, c'est protéger les consommateurs en particulier, puisqu'ils sont considérés comme étant les parties faibles face aux professionnels. Voilà, j'ai donné des exemples. Alors j'ai pris un exemple jurisprudentiel. Les faits, un défaut de surveillance des voisins, qui surveillaient donc les enfants des autres voisins. Les enfants vont sur la route et ils sont heurtés par un conducteur. La cour d'appel, en fait, pour une même affaire, selon la juridiction, il y a eu une application différente de la causalité, en fait. La cour d'appel est venue dire que seul le conducteur était responsable, théorie de la causalité adéquate, alors que la Cour de cassation est venue dire partage de responsabilité entre le conducteur et les voisins, équivalence des conditions. Alors je vais détailler, parce que là vous ne devez rien comprendre si vous abordez la matière pour la première fois. La causalité adéquate, ça veut dire, la théorie de la causalité adéquate, ça repose sur le fait que, selon cette conception, est causalement lié au dommage seulement le fait, donc seulement le fait générateur, c'est l'autre condition, donc est causalement lié au dommage seulement le fait qui a effectivement occasionné le dommage. Pour mieux comprendre, je vous donne la définition de l'autre, l'équivalence des conditions. Dans le cadre de celle-ci, de cette théorie, est causalement lié au dommage tout fait ayant participé à sa survenance. Alors, la Cour d'appel dit « seul le conducteur est responsable ». Pourquoi est-ce que je dis qu'on applique la causalité adéquate? Parce que la Cour d'appel est bien venue dire que c'est le conducteur qui a heurté les enfants, c'est pas les voisins. Et les dommages résultent de ce choc. Donc le conducteur
C'est le seul fait du conducteur, concrètement, qui est à l'origine du dommage. Donc si on fait application de la causalité adéquate, seul lui est responsable et les voisins, qui étaient en charge de surveiller, ne sont donc pas responsables. Mais la Cour de cassation, elle vient dire le contraire. Il y a un partage de responsabilité. Le conducteur est responsable, encore heureux, c'est lui qui a tamponné les enfants, mais les voisins le sont également, puisque leur défaut de surveillance a participé à la survenance du dommage. S'ils avaient bien surveillé les enfants, ils ne seraient pas allés sur la route et ils ne se seraient pas fait renverser par une voiture. Vous voyez? Donc l'équivalence des conditions, ça permet de retenir plus de responsables. Quand est-ce qu'on applique la causalité adéquate? Quand est-ce qu'on applique l'équivalence des conditions? C'est comme la notion de faute, c'est à l'appréciation souveraine des juges. C'est eux qui vont voir, en fonction de la situation, en fonction, en général, en fonction de si l'indemnisation va être plus respectueuse, en fait, du droit de la responsabilité civile, si on applique la causalité adéquate ou si on applique l'équivalence des conditions. Voilà. Ensuite, dommage-préjudice. Le dommage. Alors voilà, je reviens sur le risque de dommage. Donc je vous ai mis la... Ben, voilà, c'est la paille. J'ai fait tout un speech tout à l'heure sans note, parce que j'espère que je ne suis pas trop brouillant, parce qu'en fait, ça, je l'ai fait il y a à peu près 4 mois et je ne suis absolument pas revenu dessus, même avant de commencer à filmer. Donc, bon, bref. Donc, dans le cadre de cette jurisprudence, l'effet des habitants entreposent de la paille à proximité immédiate d'un fonds voisin, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La Cour d'appel vient dire qu'il y a un risque indéniable de dommage, et la Cour de cassation vient dire le trouble anormal de voisinage est caractérisé. Elle va imposer la cessation de l'activité dangereuse, à savoir entreposer la paille à proximité immédiate d'un fonds voisin, plus le prononcer la condamnation au versement de dommages et intérêts. Donc le dommage, d'une manière générale, on sait ce que c'est, un dommage, ça peut être un dommage corporel. Ah oui, j'ai écrit ici en bas, voir dommage et préjudice, parce que j'ai fait une vidéo qui s'intitule voir dommage et préjudice. C'est pour une meilleure distinction en fait de la notion de dommage et de préjudice. Ouais, pour le coup, je vous conseille d'aller la voir. Mais d'une manière générale, le dommage, un dommage corporel, je sais pas moi, c'est si vous, je sais pas, vous subissez comme tout à l'heure, on vous met un coup de poing, vous avez un cocard, vous avez un nez cassé. Dommage matériel, c'est l'histoire de l'instrument de musique cassé. Dommage moral, on emploie moins ce terme, c'est plus préjudice moral, qui peut découler d'un dommage corporel. Mais je pense que ça se défend quand même, cette notion de dommage moral. C'est l'hypothèse en fait dans laquelle le dommage moral, le préjudice moral ne découle ni d'un dommage matériel ni d'un dommage corporel. Ça serait un trouble psychologique par exemple qui ne naîtrait ni d'une blessure ni du fait qu'on vous ait cassé votre instrument de musique. Donc le principe c'est qu'il faut un dommage, mais on a accepté, là c'est l'exception en fait, de réparer même en présence de risque de dommage. Et le préjudice, une jurisprudence ici, réparation sans préjudice. Alors en fait je me rends compte que j'ai noté que les exceptions. La seule constatation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'une atteinte à la vie privée et à l'image, par voie de presse, ouvre droit à réparation, c'est-à-dire on indemnise même en l'absence de préjudice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus. Une perte de chance, qui est un préjudice futur, est indemnisable si elle est certaine et sérieuse. Un critère supplémentaire, c'est cette notion de sérieux. Voilà. Bon, bah c'est fini, je me rends compte. Prochaine séance, plan détaillé de l'arrêt Perruche, que vous avez peut-être étudié en L1, l'arrêt Perruche. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur les conditions de la responsabilité. On aura l'occasion de revenir sur les articles 1240 et 1241. Retenez donc que d'une manière générale, il faut un fait générateur, un dommage et un lien de causalité, mais que dans le cadre de 1240 et 1241, qui sont des régimes de responsabilité pour faute prouvée, vous devez prouver l'existence d'une faute, et donc les conditions de la responsabilité sont bien une faute, un dommage, mais également des préjudices par principe, si on ne parle pas des exceptions, et un lien de causalité entre les deux. N'oubliez pas, c'est important en fait ça, dans le cadre d'un exercice que vous allez faire, de raisonner, d'essayer d'analyser. Vous allez par exemple, on a la cour d'appel
qui donne telle décision et la Cour de cassation qui vient dire le contraire. C'est peut-être parce qu'ils ont fait une application différente d'une des théories de la causalité. C'est-à-dire peut-être qu'il y en a la Cour d'appel, c'est l'exemple de tout à l'heure en fait. La Cour d'appel a appliqué la théorie de la causalité adéquate et l'autre la théorie de l'équivalence des conditions. Ça ne sera pas marqué dans l'arrêt, ça ne sera jamais marqué en fait. Mais si vous arrivez à le voir et que vous le replacez par exemple dans le cadre d'un commentaire d'arrêt, ça sera clairement valorisé. Mais on parlera plus en fait du barème en quelque sorte du commentaire d'arrêt, bien que ça puisse varier d'une fac à l'autre et d'un correcteur à l'autre, mais je vous donnerai les miens en quelque sorte, mais on en parlera un peu plus quand on fera les vidéos relatives à ça. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez également m'ajouter sur Snap, et je vous dis à la prochaine.